Coucou les gros bidous, en ce samedi hivernal pluvieux, j'ai posé la question sur Instagram, est-ce que vous avez envie que je vous livre des petits éléments de mon interprétation de certaines cartes? Et vous avez répondu avec quand même quelques suggestions, et comme je m'y attendais, beaucoup de cartes de l'arcane majeur, ce qui ne me surprend donc pas du tout, parce que c'est celles sur lesquelles on cale en général, et qu'on se sent souvent beaucoup plus libre au niveau de l'arcane mineur. Donc, c'est parti. Je commence avec vos suggestions et puis on verra si jamais je tire quelques cartes en plus pour varier un peu les plaisirs, mais honnêtement, on a déjà une sacrée liste. Ça se fait pas mal hein, sur YouTube. J'ai sorti mon petit thé. J'ai pas sorti mon thé parce que je faisais une vidéo, mais parce que j'ai fait une autre vidéo sur l'approfondissement du tarot juste avant et j'ai plus de voix et plus d'énergie. Donc je commence à l'infusion. J'ai aussi un thé derrière. Voilà, c'est le cliché, je sais, mais faites pareil. Posons-nous, passons un petit peu de temps ensemble. N'en attendez pas trop de mes interprétations de ces cartes. C'est vraiment l'idée, et surtout qu'il y en a beaucoup, c'est de vous donner des petits éléments pour chacune qui peut-être vont venir nourrir vos réflexions, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que par rapport au spectre de toutes les significations qu'on peut avoir pour une carte de tarot, eh bien, on vient à chaque fois rajouter nos petits éléments, nos petites expériences, notre point de vue, et aussi nos expériences qui ne sont pas si petites, qui viennent de nos positions dans la société, de notre vécu, de notre parcours. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi-même je rechigne à aborder les cartes d'arcane majeur dans mes vidéos. Alors, les cartes d'arcane majeur, on va quand même en reparler parce que c'est essentiellement de ça dont on va parler. Elles sont numérotées de 0 à 21, encore qu'on a tendance à considérer le fou ou le 0 ou le mât, pas forcément comme un 0 initial, mais parfois comme un symbole du cycle, des recommencements. Dans certaines traditions du tarot de Marseille, il vient aussi à la fin. Donc, il n'y a pas de règle, mais disons qu'il y a 22 cartes et 21 qui sont numérotées de 1 à 21. Ce sont des cartes qui sont importantes. La preuve en est que dans certaines traditions du tarot, en particulier les traditions européennes continentales, dont celle du tarot de Marseille, on ne tire parfois qu'avec les majeurs et ou les cartes dites de cours, les figures. Moi, je ne suis pas trop fan de cette hype, personnellement. Je préfère les expériences que nous enseignent les mineurs, parce que ces cartes-là, qui représentent à chaque fois une suite ou une série, qui est associée à un élément. Traditionnellement, les bâtons pour le feu, la terre, c'est les pentacles, ou les pièces, ou les deniers, mais j'aime pas du tout la connotation financière des deniers. Ou les disques dans le tarot de Thoth. On a l'eau avec les coupes et on a l'air avec en général les épées. Et pour chacune, on a les cartes de 1 ou de As à 10 et puis les cartes, les figures. Okay. Et ça, on a souvent plus de facilité avec elles. Moi, je les adore parce que c'est des cartes qui sont assez quotidiennes, qui font vraiment écho à des situations de la vie de tous les jours, sur lesquelles c'est peut-être... Je crois pas que c'est plus facile d'être créatif, mais il y a moins de poids, surtout dans une certaine tradition du tarot de Marseille où on a beaucoup placé sur un piédestal les arcanes majeurs, les leçons du tarot, etc., influencés par la psychanalyse et pas mal de fumisterie et hétéro-cis-sexistes. Jodorowsky. Donc, les arcanes mineurs seraient moins grandiloquents. Bon, j'ai aussi envie de revenir sur le terme arcane. En gros, ça veut dire secret, mystère. C'est un terme au singulier. Parfois, on a envie de le mettre c'est un terme au masculin, je le dis parce qu'on a parfois envie de le mettre au féminin, mais en vrai, on s'en fout du genre et aussi du genre grammatical. Bouh! Je déconne. Petite comique. Et voilà, pour moi, c'est un problème d'associer trop le tarot au mystère. Si je ne me trompe pas, c'est un terme qui nous vient des occultistes, peut-être de Lévi, mais je ne suis pas sûre. Mais donc, fin du 18e et puis 19e, dans les sphères occultistes, beaucoup de bonhommes bien imbus de
leur savoir et de leurs privilèges, ont voulu nous faire croire qu'ils avaient décrypté des mystères avec beaucoup d'appropriation culturelle, d'orientalisme, et voire d'euromophobie aussi. Donc voilà. Mystère, enfin oui, bon, ça dépend pour qui. Mais par convention, j'utilise arcane aussi. Je me suis pas dit, oh, je vais trouver un mot pour réécrire tout ça, mais j'en profite juste pour dire, parce que je pense que j'ai jamais dit auparavant, et j'ai pas souvent vu ça mentionné quelque part. J'aime pas la référence mystérieuse du terme arcane. Je sais pas que j'ai une opposition absolue et sans nuance aux approches occultistes du tarot, très ésotériques et tout, mais pas du tout. Mais c'est juste que je trouve que ce terme, bah justement, il va occulter toute la diversité des approches du tarot, et je trouve ça un peu dommage. Et voilà, en ce qui me concerne, bah, sur l'occultisme, c'est juste qu'il y a blindé d'appropriation culturelle, de racisme, d'antisémitisme dans ces histoires, et que du coup, voilà, c'est très très compliqué d'utiliser ça. Et donc les arcanes majeurs, on a coutume, et moi aussi, de les voir comme des grandes expériences, des grands passages, quelque chose qui va avoir plus d'impact dans notre vie, qui va relever de quelque chose de plus important, de plus majeur dans nos expériences. Bon, important, majeur, c'est des termes qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses, donc on va essayer de préciser. Majeur dans le sens où ça va laisser des traces, que c'est beaucoup moins ponctuel. Parfois on tire une carte d'arcane mineur et ça fait référence, disons, au conflit qu'on a pour l'instant avec notre voisin, notre voisine, un proche, etc. Et quand on est sur l'arcane majeur, ça peut faire référence à ce type de conflit, mais alors de façon beaucoup plus générale, ça va nous inviter à aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qui se joue. Ça va certainement nous dire que ce qui se joue ne se limite pas à ce qui se joue, mais qu'il y a des choses sous-jacentes, ou que ça nous invite ça nous porte un miroir pour voir davantage ce que ça représente pour nous aussi. Donc déjà ça, c'est pas aussi ponctuel, c'est quelque chose où on va sentir les effets plus longtemps, ou même si c'est très ponctuel, du style, par exemple, disons, la tour, ça peut être quelque chose où il nous arrive quelque chose qui bouscule notre regard sur le monde, ou nos conditions matérielles du jour au lendemain, mais l'impact de cette carte ne va pas se faire sentir que sur un jour, ça va être beaucoup plus large. Il y a quelque chose qui peut être assez perturbant dans la dichotomie entre le quotidien, les petites choses du quotidien, vous savez, et alors les grandes choses qui seraient plus spirituelles, plus marquantes, etc. Parce que, surtout dans le contexte où ces compréhensions des cartes se sont développées, ça a correspondu au moment où on a défini c'est quoi l'espace public et l'espace privé, la sphère publique et la sphère privée, et on a assigné les femmes à la sphère privée, qui est plutôt une construction bourgeoise du 19e siècle, et une construction blanche aussi. Et on a aussi une conception d'espace public où les minorités raciales par exemple, n'étaient vraiment pas les bienvenues. On a mis en place des systèmes d'exclusion. Donc ça paraît de rien, ça a l'air anodin comme ça, mais je pense qu'il y aurait vraiment intérêt à penser qu'est-ce qu'on met dans cette dichotomie entre les arcanes mineures et les arcanes majeures. Qui décide ce qui est plus important? Et est-ce qu'on veut du coup se réapproprier et revaloriser les arcanes mineures aussi comme une façon de se détacher de cette dichotomie et de rompre avec les dualismes du tarot, tout en restant dans le système du tarot tel qu'il est? C'est toujours très très compliqué évidemment comme type de question. Il y a aussi dans certaines approches du tarot cette idée que les arcanes majeures, c'est quelque chose qui fait de nous des humains en voie d'évolution. Il y a une espèce d'idée d'ascendance spirituelle, de s'élever, sortir de la matière, et il y a quelque chose là-dedans qui a aussi nourri des imaginaires à des époques qui sont des imaginaires d'oppression et de domination. Je ne pense pas qu'on peut penser ça sans les rapports de domination qui transcendent, qui s'élèvent. Pourquoi ?
Et quel est l'intérêt aussi, du coup, de, par exemple, certaines spiritualités féministes qui ont voulu revenir à l'obscur, au sombre, à la grotte, avec parfois des visions très essentialistes autour de tout ça, hein, la grotte comme la matrice, l'utérus et tout. On passe, il y a du pour et du contre dans toutes ces différentes approches, et à chacune d'entre nous de trouver notre voie. Mais bon, c'est quand même quelque chose que j'avais envie de ramener dans cette réflexion, puisqu'on va parler des arcanes majeures et que j'en parle pas souvent avec ma casquette queer féministe. Je voulais ramener des toutes petites choses comme ça, des pistes de réflexion. On va vraiment pas aller en profondeur, même si vous allez dire que je suis déjà en train de parler depuis pas mal de temps. En soi, chaque carte est un archétype, ou pourrait l'être, et on a tendance à voir des grands archétypes dans les arcanes majeures. Vraiment les vrais archétypes, et les autres ce serait moins important. Qu'est-ce qu'un archétype et qu'est-ce qu'est l'intérêt pour le tarot? Les archétypes, ça vient comme terme plutôt des philosophies platoniciennes, donc de l'Antiquité, et ça a été remis au goût du jour par Carl Jung dans le courant du XXe siècle, avec cette idée, encore une fois, qui se met dans un contexte culturel, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on rappelle quand même que, par exemple, Jung n'a pas toujours été très clair avec le régime nazi. C'est intéressant déjà que ce soit compliqué de définir les archétypes et que tout le monde y va un peu de sa propre définition, que même si on a une origine de l'archétype tel qu'on le définit aujourd'hui, on voit bien que selon les milieux dans lesquels c'est utilisé, les personnes et tout, on y met des choses différentes. Mais l'idée, c'est qu'il y a une espèce d'inconscient collectif dans lequel nous tous on évolue, qui est nourri au fil du temps, et dans cet inconscient collectif, il y a des espèces de structures qui sont partout, en tout temps, donc qui sont universelles, mais dont les manifestations sont plus locales et vont dépendre du contexte, de l'époque, du lieu, etc., et qui vont remplir la fonction d'un archétype particulier. Et donc, par exemple, si on dit l'archétype de la carte de là, le magicien, on va pouvoir se dire que à tel endroit, dans tel conte, ça prend telle forme, dans tel autre. Bien sûr, il y a des points communs parce que ça se base beaucoup là-dessus, sur le fait que dans les mythologies, les croyances et tout, il y aurait toujours des patterns, des schémas qui reviennent, mais que ça se manifeste un peu différemment à chaque fois. Et donc, les archétypes, ce serait ça, en fait. Ce serait des avatars. Non, ça prend des avatars différents, mais ce seraient des structures culturelles qu'on retrouve dans plein de cultures différentes. En gros, vous allez me dire, mais non, mais moi, j'ai pas du tout cette définition. Et effectivement, c'est très, très compliqué. Je peux pas résumer ça en 1 minute 30. Donc, voilà, on va faire avec. Donc, c'est très puissant, c'est les archétypes selon ce type de théorie, parce que ça aurait cette fonction d'être partout, de pouvoir prendre toutes les formes et d'avoir ce côté éternel. Ce serait là avant les humains et ça peut se retrouver ailleurs. Donc, ça fait un très bon miroir avec les théories de type hermétique, qui disent que ce qui est en haut est aussi en bas. Donc, par exemple, dans les astres ou dans nos interprétations des astres, on va avoir la même chose que dans nos histoires du quotidien, dans nos contes. Beaucoup de psychanalystes jungiens se sont occupés des contes et légendes, par exemple, et tous ces trucs-là. Et aussi, à l'intérieur de nous, ces archétypes seraient ce qu'on retrouve dans nos rêves, avec des manifestations, des mises en scène à chaque fois différentes et tout ça. Je pense qu'on va se contenter de ça pour l'instant. Je ne vais pas vous dire si je suis ou pas d'accord avec ça, ce que j'en retiens. Je crois qu'on peut quand même utiliser cette notion d'archétype sans être dans quelque chose de restreint, sans tomber dans des trucs très universalisants ou exotisants, voilà, mais juste de se dire que c'est quand même intéressant de remarquer qu'il y a des grandes figures comme ça, qu'on retrouve dans les cultures populaires et dans nos vécus, à travers le temps et à travers l'espace, et qui vont sonner un peu différemment, mais qui font référence au même contenu. Et c'est pour ça que le tarot est un outil qui aurait cette possibilité de voyager et de s'adapter à beaucoup de situations. Alors du coup, moi je le trouve pas très universel en soi, et je trouve que ces archétypes sont très, très occidentalisés, très blancs, très centrés sur des expériences masculines, blablabla. Ne serait-ce, enfin voilà, le pape ou l'hiérophante, le pape, bon bah voilà, hein, France, Italie et tous les ravages du catholicisme. Et si on a décidé de le rappeler hiérophante avec
l'équipe plutôt autour de Waite qui a écrit un nouveau tarot au début du XXe siècle, et tous ces mouvements occultistes-là, eh bien, c'est une référence aux prêtres de l'Antiquité grecque. Donc, bah oui, on reste quand même dans cette vision très occidentale et une espèce d'idée sous-jacente de suprématie occidentale qui n'est jamais très très loin. Je ne serais pas là à vous parler du tarot si je ne pensais pas que malgré tout, il y a moyen de dépoussiérer tout ça, d'enlever au maximum ces connotations-là et de se l'approprier, et qu'un maximum de personnes minorisées qui se sentent intéressées par cet outil ramènent leur vision, les dessinent, écrivent là-dessus et qu'on étende tout ça. Parce que bon, il ne faut pas que ça reste figé là-dedans et que forcément l'archétype de l'empereur doit forcément rester un empereur tout le sang avec tout ce qu'il y a derrière. Même si c'est compliqué parce que du coup on a un langage commun. Dans ce cas-là, on pourrait dire que la coquille, et dans ce cas-ci c'est le terme, qui entoure toutes les manifestations de l'archétype en elle-même, elle vient d'une histoire oppressive et donc justement, parce que je pense qu'il faut sortir ces 22 cartes de cette dimension englobante, généralisante et simpliste, et d'un certain point de vue, souvent historiquement dictée par des personnes plutôt avec des positions dominantes dans la société. Parce qu'il faut sortir de tout ça, je trouve que c'est vraiment chouette qu'on ait la possibilité d'interpréter les majeurs en se basant sur notre propre expérience, notre propre référence, nos propres références, notre propre cadre culturel, ce qui nous a nourris et tout ça. Et du coup, bah, je trouve ça très très difficile de ramener quelque chose parce que j'ai peur de les relimiter, alors que justement je trouve qu'il faut les nourrir, il faut les étendre, il faut les faire circuler, il faut pas que ça s'ankylose, quoi. Donc voilà, mais en même temps, bah, c'est quand même l'occasion que vous me donnez de rapporter quelques-unes de mes impressions sur ces cartes-là, certaines qui vont être celles que vous avez déjà entendues 1000 fois, vous allez faire ouais, cool, magnifique, franchement. Et d'autres, vous allez faire ah ouais, bah, ça me rapporte quelque chose. Et alors, c'est toujours la même chose, c'est pas que j'ai raison, vous avez tort, ou j'ai tort et vous avez raison, c'est juste qu'il y a tellement une myriade d'interprétations pour chaque carte qu'elles peuvent toutes exister, qu'on est dans un éventail et sentons-nous ok avec ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec toutes mes interprétations et inversement, mais ça ne veut pas du tout dire que l'une est mieux que l'autre, ok? Je vous dis ce que j'ai reçu comme demande parce que ça va être intéressant de voir comment les classer. J'ai l'empereur, c'est la première ligne des arcanes majeurs. Il y a plein de façons de les classer, c'est pas obligé de les classer, c'est pas obligé de les lire dans l'ordre, mais ça peut parfois nous aider. Alors, encore une parenthèse du coup, je pense que il y a un Jungien, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas beaucoup lu sur lui, j'en sais rien, qui s'appelle Campbell, qui dans les années probablement 70-80, je vous dis, j'en sais rien, peut-être 60, a écrit un truc sur le voyage du héros, la quête du héros, ou un truc comme ça. Et du coup, les gens aiment encore bien classer ces archétypes comme si dans tous les contes et tout, ça revenait comme une quête, dans un certain ordre et tout. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez... il y a un intérêt à réécrire tout ce genre de choses, mais on a aussi l'intérêt, et ça a été fait dans certains tarots féministes en particulier, les plus anciens comme le Daughters of the Moon, je vous mettrai le lien de ma recension de celui-là, qui était non mais on n'a pas besoin des chiffres, on n'a pas besoin de l'ordre, ça instaure toujours une hiérarchie, un passage obligé et tout, même si bien sûr on peut faire ce voyage du fou. Donc, parce que le voyage du héros, ça peut aussi être le voyage du fou dans les arcanes majeures, on peut le faire autrement, mais voilà, je voulais juste, moi j'aime quand même bien utiliser cette classification, parce que je trouve que ça permet d'apporter un regard sur les majeures, de voir comment elles peuvent se répondre entre elles et tout ça, mais c'est pas un passage obligé, et il y a des personnes qui ont aussi trouvé que c'était extrêmement limitant, et souvent très centré sur certains types d'expériences et tout, et aussi voilà, parfois très... peu convaincant au niveau des études littéraires ou des études culturelles, ce que ça proposait comme modèle. Ouais, sachez-le et faites vos recherches si ça vous intéresse. Mais donc, on a souvent tendance, la première qu'il a fait, ce que je connais, c'est Rachel Pollack, dans les années 80, à dire qu'il y a 3 lignes dans les majeurs. De le magicien, magicienne au chariot. Du coup, c'est la première ligne.
La deuxième, c'est depuis la force, si comme moi vous utilisez le système du Waite-Smith, et ce sera la justice si vous utilisez le Marseille, mais donc on reste sur le Waite-Smith pour moi, à la tempérance. Et puis du coup, le diable à, c'est le diable, hein, la 15 ? Ouais, au monde. Et là-dedans, le fou aurait cette fonction d'être la carte qui nous aide à sauter le cap entre toutes ces grandes expériences de vie, ces gros archétypes, ou entre chacune des étapes. Alors, moi, j'aime bien une des enseignantes de tarot que je préfère, c'est Lindsay Mack. Et Lindsay Mack, elle parle de ça comme, d'abord, on a la première ligne qui parle de la naissance, mais dans le sens aussi bien symbolique que de notre quotidien, puis l'autre qui parle de toutes ces expériences de mort et de remise en question, et puis la dernière de renaissance, de retour, etc. Alors il y en a d'autres qui ont d'autres interprétations, plus ou moins hiérarchiques, parce que du coup cette idée on est dans un cycle de naissance, renaissance, tout ça, ça vient avec l'idée de cycle. Il y en a d'autres où, même si l'idée de cycle est toujours présente avec le tarot, je pense, ou de spirale, mais qui vont quand même faire une espèce de hiérarchie entre on est enfant et on doit se positionner par rapport à des figures autoritaires dans la première ligne, donc magicien à chariot, et puis ensuite on doit faire une certaine expérience d'une crise ou d'un dénuement et tout, parce qu'il faut se positionner par rapport à tout ça, et enfin on est dans cette ascension, dans cette transcendance spirituelle, dans la dernière ligne, et on commence à intégrer toutes ces leçons et à se former sans trop être dépendante soit du matériel, soit des autres figures et tout. Et voilà. C'est beaucoup moins mon truc, mais par exemple l'optique de Lindsay Mack, elle m'intéresse quand même, et il y a aussi moyen de voir trois fois 7 d'une façon différente là-dedans, qui peut toujours nous apporter quelque chose de chouette. Donc après, dans les autres choses qui ont été suggérées, on a la deuxième ligne pour l'instant. Je vais faire un check pour voir s'il y a des nouveaux trucs sur Instagram. Avec l'ermite, la carte numéro 9, et la tempérance, la carte numéro 14. Et puis alors, la dernière ligne, celle qui semble nous embêter tous, avec le diable, l'étoile, le soleil et le jugement. Et on a du taf devant nous. Et donc tout ça pour dire que, ouais, je pense que je vais suivre cet ordre, parce que c'est quand même intéressant, en tout cas les regrouper par ligne, parce qu'il y a quand même un intérêt qui va certainement se dégager quand je vais en parler. J'ai plus l'énergie pour rentrer dans mon grand blabla, j'ai envie de parler des cartes. Et là, c'est le drame. On est genre au bord du précipice, c'est comme un cliffhanger dans les soap opéras à l'américaine. On était là pour un truc et ça s'arrête de façon tellement abrupte. On est choqués. Bah ouais, en fait les gros bidous, je vous explique. J'avais un peu trop de contenu, genre 1h30 en tout, quelque chose comme ça, et j'avais envie que les vidéos soient digestes, soient plus faciles d'en regarder une à la fois, que de mettre sur pause, de revenir plus tard et tout ça. Donc, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La revisite des arcanes majeures, ça va arriver en 2 parties. Si tu regardes cette vidéo quelques jours après sa publication, bah, t'as qu'à cliquer sur les liens parce qu'elle est déjà disponible. Sinon, il faudra peut-être patienter quelques heures. Mais voilà, je te dis à tout de suite ou à demain pour la suite des aventures dans les arcanes majeures. Attention, optique féministe et queer garantie. À bientôt les gros bidous.